passé une grande partie de ma vie à rectifier les textes, à signaler les contrefaçons, les éditions antidatées, les substitutions, etc. Et je m'aperçois que beaucoup de gens n'ont pas cette expérience. Et ils sont bien démunis de ce fait. Ils prennent les textes au premier degré, ils n'ont pas une approche critique, ils n'ont pas la capacité de nettoyer les textes. Ils n'ont pas le produit qui permet de nettoyer un texte. C'est bien dommage. Et par conséquent, autant dans le domaine de la politique, du social, ils sont souvent critiques, ils parlent parfois de complot, ils parlent parfois de manipulation, mais quand il s'agit de textes religieux, prophétiques, que ce soit la Bible, que ce soit Nostradamus ou autre chose, ou l'astrologie, alors là, ils sont démunis, ils n'osent pas toucher quoi que ce soit, pas toucher un iota, et ils prennent tout en bloc, hein, on prend tout ou rien, voilà, tout ou rien. Alors le tout ou rien, merci, non, non, pas tout ou rien. On peut très bien prendre certaines choses et en laisser d'autres. C'est une liberté que je m'accorde et que je souhaite que chacun puisse s'accorder. Donc, face à des textes qui ont été repensés, recomposés, interpolés, extrapolés, etc., la plupart de nos contemporains semblent démunis et impuissants et condamnés soit à tout rejeter en bloc, soit tout accepter au prix d'interprétations qui permettront d'expliquer les contradictions, etc. On est dans l'apologétique beaucoup plus que dans la critique. Et je m'aperçois à quel point tout cela est fâcheux. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Il faut que les gens qui font des études d'histoire, notamment, et également de langue, d'ailleurs les deux sont souvent liés, puisque la langue est souvent enseignée avec la littérature, eh bien, il faudrait qu'ils aient une formation spécifiquement liée aux contrefaçons, aux supercheries, aux paraboles, aux paraphrases, enfin, tout un ensemble de commentaires, d'exégèles, plus ou moins discutables. Parce que le commentaire est souvent suspect, à juste titre. Voilà. C'est ce qui manque, c'est le grand défaut. J'ai signalé plusieurs fois. La recherche scientifique dans le domaine textuel devrait être avant tout la mise en évidence de contrefaçons. Par exemple, il y a le cas d'Émile et une nuit, par exemple, bon, le galant, dont on nous montre dans ces qu'il s'agit en partie d'une contrefaçon, c'est très intéressant. Contrefaçon, c'est-à-dire que l'auteur a, sous prétexte, sous le couvert de Mille et une nuits, avec Scheherazade, finalement l'auteur en profite pour inventer des choses, pour rajouter des choses qui ne s'y trouvent pas. Et après, le plus drôle, c'est que je pense à un article de Sylvette Larzul, Les Mille et une nuits ou La forgerie d'Antoine Galland, paru dans cet ouvrage passionnant qui est l'histoire mondiale de la France, de Patrick Boucheron, au Seuil, en 2017. Un ouvrage collectif, d'ailleurs. Et donc, finalement, voilà, on croit que... voilà, donc il faut absolument remplir, et puis pour remplir, on prend à gauche et à droite, et on fait des aménagements, on rajoute, on complète, on prolonge, et ça fait du texte, ça fait du remplissage, ça fait des volumes supplémentaires, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Nostradamus et pour les centuries. Il faut quand même être conscient, je suis ébahi par le manque de lucidité, le manque d'esprit critique
qui concerne la façon dont on traite des textes, notamment de ce que j'appelle les recueils. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur les recueils. Je vous renvoie aussi à mes travaux parus dans la revue française d'histoire du livre, dans les années 2011-2016, je crois. Bon, alors, le recueil, mais c'est évidemment un ensemble hybride, le recueil. C'est un ensemble syncrétique. Il n'y a pas de raison de le prendre comme un tout. Bon, alors en politique, on peut accepter des unités. On dit la France, bon, c'est un État, etc. Bon, à un certain moment, on peut être dans une sorte de volontarisme politique et dire que voilà, la France est une et indivisible, etc. Bon, peut-être, mais c'est quand même une forme d'imposture de toute manière. Mais alors concernant, bon, ça on ne va pas s'amuser à recomposer les peuples ou les États. Bon, en tout cas, c'est un autre sujet. Mais par contre, en ce qui concerne les, les ouvrages, comme la Bible, on a parfaitement le droit d'avoir une exigence d'inventaire et de dire voilà tout ça, c'est pas un tout d'un seul tenant. Ça tient peut-être sous une seule couverture, c'est peut-être écrit, imprimé sous une seule et même police, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est un tout absolument cohérent. Alors c'est vrai, le fait d'utiliser la même police donne l'impression d'une même inspiration et d'un seul tenant. Alors que si c'était écrit avec manuscrit, avec différentes écritures, on dirait ben non, finalement on s'aperçoit que c'est pas tout à fait pareil. Mais maintenant, il est évident que l'imprimerie a confirmé une sorte de processus comme cela d'illusion d'unité qui est purement formel. Donc il y a là un déficit au niveau de la formation. Je disais tout à l'heure que on n'a pas à prendre comme un tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas un tout. C'est un tout au niveau historique. C'est un tout parce que c'est un ensemble, c'est une chronique. Mais sur le plan idéologique, sur le plan théologique, c'est un ensemble qui ne peut pas être conservé comme un tout parce que il y a des hérésies, il y a des différentes tendances, il y a des évolutions. Et pour moi, je suis désolé, mais pour moi, je ne crois pas à la notion d'évolution. Je crois que l'évolution, c'est souvent une corruption. Donc voilà, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un texte soit comme un arbre qui va pousser comme ça. Bon, je sais pas, hégélien, voilà, bon, ça pousse, et ça continue. Non, je ne crois pas du tout à cela. Je ne crois pas que cette image de l'arbre végétal soit valable. Je crois au contraire à quelque chose qui se construit à un moment donné et qui peut ensuite se décomposer, se dévoyer, se corrompre. Il faut absolument à ce moment-là restituer la cohérence d'origine du texte parce que c'est là qu'il y a quelque chose de fondamental, n'est-ce pas, dans cette cohérence initiale. Et puis parce que je crois beaucoup aussi à ce que notre humanité ait été profondément marquée à un moment donné, déterminée à un moment donné. Et que ce qui nous intéresse, c'est comment elle a été à ce moment-là, quel était son mode d'emploi à ce moment-là, même si par la suite ça a pu évoluer de diverses manières. Et là, moi je distingue clairement surconscience et subconscience. La subconscience, c'est ce qui est déterminé depuis le départ en quelque sorte. Et la surconscience sont des choses qui ont pu se rajouter, se mettre par-dessus, se substituer, etc. Et il y a un conflit entre subconscience et surconscience. Oui. Effectivement, la surconscience occultant l'accès à la subconscience. Et pour moi, il s'agit de nettoyer la subconscience de tout cet apparat de la surconscience. Voilà, je vais vous laisser sur cette belle phrase, cette belle parole.